tous, je suis Quentin Héral, je suis infirmier de formation et je suis le bed manager de l'hôpital de Castres-Mazamet dans le Tarn. Donc pour commencer, je vais vous contextualiser un peu l'hôpital de Castres. Donc Castres, c'est plus de 1000 lits et de places d'hospitalisation avec 330 lits MCO. On a des activités diverses de médecine, chirurgie, soins critiques. On a aussi des SMR qui font partie de notre établissement. Donc c'est qui dans la gestion des parcours patients est assez intéressant avec des filières diversifiées. Les urgences de Castres, c'est près de 40 000 passages par an. Et nous avons aussi des lits d'EHPAD et du SLD pour finir les parcours. Donc moi je vais vous parler de la gestion des lits chez nous, puisque Laurie m'a demandé d'intervenir, puisque je crois que dans les scores on n'est pas si mauvais. Et donc de quelle est un peu l'histoire de la gestion des lits dans notre établissement et concrètement ce que nous faisons au quotidien et ce que je fais en tant que bed manager tous les jours. Donc le projet de bed manager, c'est un projet qui date de 2014. On l'a vu, ça date à peu près au moment des premiers travaux qui ont été faits au niveau national. Le poste a été créé en 2018. Alors sur quel profil ? Il y a eu 3 personnes sur ce poste depuis, et c'est sensiblement tous les mêmes profils. Ce sont des infirmiers qui ont un projet de cadre de santé, un projet d'évolution vers des fonctions d'encadrement. Et donc ces infirmiers, la direction des soins les nomme à ce poste avant de faire fonction dans un service. Donc c'est mon cas, ça a été le cas du bed manager avant moi, et c'est le cas de la personne qui me remplace depuis peu. Donc comme les autres, on n'échappe pas à la moyenne nationale de 2-3 ans au poste. Voilà. Donc concrètement, le bed manager il est présent du lundi au vendredi en journée, sur des horaires un peu particuliers qui s'adaptent à l'activité, notamment des urgences. Donc il arrive à 10h. Et le soir, ça varie en fonction des jours, entre 18h et 20h, son heure de départ. Pourquoi ? Parce que la nuit, la gestion des lits est assurée par les infirmières coordinatrices, en plus de leur mission RH auprès des équipes. Et donc il y a des transmissions 2 fois par semaine qui sont faites avec ces infirmières pour gérer au mieux l'afflux des patients, des urgences et leur placement en hospitalisation la nuit. Le week-end, ce sont les cadres de garde qui prennent le relais. Là aussi avec une réunion le vendredi pour faire le point sur ce qui va se passer et leur expliquer un peu les pistes, parce que aujourd'hui on sait ce qui va se passer tous les jours dans un établissement. On a des outils qui nous permettent de dire qu'on va avoir tant d'hospitalisation ce jour-là. Et en cas d'absence du bed manager, ce sont les cadres de santé des urgences qui prennent le relais. Alors j'y reviendrai tout à l'heure, mais toutes ces personnes qui prennent le relais, c'est pas vraiment des relais, c'est des procédures dégradées de la gestion des lits. Elles font pas tout le travail du bed manager. Le bed manager, c'est un poste qui est rattaché directement à la direction des soins. Donc il y a une cadre supérieure de la direction des soins et directement la directrice des soins, mais qui est en lien direct également avec la direction générale. Et le référent médical, il apparaît quand même assez logique que ce soit le chef de service des urgences. Donc on voit que c'est un poste qui, au-delà des urgences, est quand même assez central dans son positionnement au sein de l'hôpital. Donc maintenant, je vais vous parler des techniques que nous utilisons. Donc vous avez parlé du BJML, je ne vais pas revenir dessus, j'espère aussi que tout le monde sait ce que c'est. Mais la particularité que nous avons à Castres, c'est que nous n'utilisons pas le BJML fourni par l'ORU. Donc là, je ne vais pas les mettre en valeur, même s'il est bien et il fonctionne. On a notre propre BJML. Parce que nous nous sommes aperçus qu'en affinant ce BJML, on tombait encore plus juste. Donc on pouvait anticiper encore plus les tensions. Donc pour expliquer simplement, on recueille chaque année, tous les jours, on l'a fait a posteriori, mais tout ce qui se passe dans l'établissement en termes de passage aux urgences par secteur et d'hospitalisation. Et à la fin, on croise ces données pour sortir, jour par jour. Par exemple, aujourd'hui, on est un jeudi du mois d'octobre. On a les antériorités des 4 années précédentes maintenant, et on sait qu'un jeudi du mois d'octobre, je vais vous dire une bêtise, on a besoin de 10 lits de médecine. Parce que nous l'avons fait, notre BJML, pas sur l'établissement, mais nous l'avons scindé par pôle. Pôle médecine, pôle chirurgie, lit chaud, pédiatrie. On ne l'a pas affiné plus par service parce qu'il y a des contraintes d'hébergement
et d'orientation par défaut qui font que des fois, vous le savez, on n'a pas les patients dans les bons services, donc ça fausserait si on allait plus loin et si on affinait plus le BJML. Et les retours que nous avons, voilà, comme je vous disais, c'est qu'on tombe tous les jours à 1 ou 2 près, donc c'est quand même un indicateur très satisfaisant. Ensuite, nous avons des règles d'hébergement et d'orientation par défaut. Donc, je rappelle ce qu'est un hébergement. C'est un patient qui est hospitalisé, qui n'est pas hospitalisé dans le bon service. Sa pathologie nécessite une spécialité. Il n'y a pas de place dans sa spécialité. Il est hospitalisé dans un autre service. Nous avons différencié les hébergements et les orientations par défaut. Ça a été validé en CME. En fait, la différence, c'est qu'une orientation par défaut, c'est un hébergement qui reste à l'intérieur du pôle. C'est-à-dire qu'un patient de cardiologie, s'il a besoin d'être hospitalisé et qu'il n'y a pas de place et qu'il est hospitalisé en neurologie, c'est pas le cardiologue qui va s'en occuper, c'est le neurologue, avec le soutien du cardiologue si besoin. On l'a différencié pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que la grande majorité des hébergements, ça vient des services de médecine et ça vient des mêmes spécialités. C'est la médecine gériatrique, c'est la médecine interne. Et en cas de tension, il y a des taux d'hébergement, un nombre d'hébergements qui est très élevé, et ce sont toujours les mêmes praticiens qui doivent aller voir les patients, et donc c'est pas possible, on a essayé d'équilibrer, donc c'est pour ça qu'à l'intérieur d'un pôle, c'est pas le praticien du service concerné qui s'en occupe, évidemment il est là en relais de son confrère si besoin, mais sinon c'est le médecin référent du service qui s'occupe de ce patient. Évidemment, quand le patient de médecine est hospitalisé en chirurgie ou inversement, là c'est le médecin qui monte s'occuper du patient. Nous avons ensuite une procédure hôpital en tension qui est effective et qui fonctionne relativement bien. Donc c'est le bed manager qui est coordonnateur de cette cellule hôpital en tension. C'est lui qui au quotidien organise la veille avec plusieurs indicateurs. Et nous avons, pour synthétiser, quatre niveaux, donc ce niveau de veille. Et après, on a la possibilité au premier niveau d'ouvrir des lits accordéons. Nous avons des chambres simples que nous pouvons transformer en chambres doubles. C'est un premier niveau de tension. Avec évidemment la possibilité de fluidifier au maximum les parcours en structure d'aval et d'anticiper les sorties. Au niveau 2, on commence à déprogrammer nos activités plus sur de l'hôpital de jour. On transforme des secteurs d'hôpital de jour en secteur conventionnel. Et après, ça c'était le niveau 3, et niveau 4, c'est la déprogrammation de toutes les chirurgies. On n'y est jamais arrivé, bien heureusement, à ces niveaux de tension. Ensuite, le bed manager chez nous, il produit différents indicateurs d'activité. Parce que pour proposer des changements de pratique dans les services, il faut qu'il s'appuie sur des données. Je vais vous prendre un exemple qu'on connaît tous, je pense, c'est le fameux patient qui attend des heures aux urgences alors que son diagnostic est posé et on a la place dans le service. Mais un travail qui a été fait à Castres, c'est de essayer de comprendre pourquoi. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des soucis d'organisation au niveau du ménage, ou de communication en termes des différents services, des organisations différentes entre des postes en 8 heures, en 12 heures, qui faisaient que on avait des entrées qui venaient des urgences qui se faisaient plus tôt dans la journée dans certains services que d'autres. Et avec tout ça, la première action qui a été mise en place, c'est de réorganiser avec le prestataire ménage leur façon de fonctionner pour que les ménages des sorties soient faits le plus rapidement possible et qu'on puisse transférer les patients des urgences le plus vite possible dans les services. Ensuite, on a la CACNP, comme vous l'avez évoqué, donc en lien avec le chef de service des urgences qui est référent, le bed manager y participe grandement. Et donc on a aussi cette coordination territoriale, alors qui désormais avec les bed managers de l'ORU, c'est un peu, je dirais, formalisé, mais c'est quelque chose que nous avions déjà commencé au niveau du Tarn avec l'hôpital d'Albi notamment, où ça a été au moment du Covid et ça a perduré. Il y avait des appels quotidiens ou biquotidiens et vraiment un lien. On a visité nos structures respectives, on s'est entraînés pour savoir comment on travaillait. Et on a fait tout ce travail de maillage territorial qui est primordial dans la gestion des lits. Donc les plus-values, bien évidemment, c'est le décloisonnement de la gestion des lits. C'est qu'avant, chaque service faisait un peu ce qu'il voulait dans son coin. On ne savait pas, chaque service gérait son programmé, se gardait quelques places pour les urgences, et tout le monde faisait à sa sauce. Là, on a une personne qui centralise toutes les informations et qui peut du coup décider
parce qu'elle a toutes les données nécessaires pour prendre les bonnes orientations. On a aussi une fiabilité de données recueillies, parce que je pense que s'il y a des cadres de santé présents qui ont peut-être des fois fait le tour des services, on leur dit pas le nombre de places qu'il y a. On met la fameuse petite étiquette du patient qui doit être transféré de l'hôpital voisin qui vient jamais. Le patient des urgences qui va peut-être venir. Tout ça, ça n'existe plus grâce au bed manager, parce que le bed manager il a accès à tout. Il crée une relation de confiance avec tous les professionnels et on peut plus lui mentir. Voilà. Donc la relation de confiance, ça vient aussi dans les liens interservices, interpol, parce que dans toutes ces problématiques de gestion et de parcours, on se rend compte qu'aujourd'hui on manque de liens entre les différents les différents services. On comprend pas pourquoi dans les étages ça bloque, aux urgences ça pousse, et le bed manager, chez nous il passe partout, tous les jours il va voir tous les services. Par exemple, quand on est en tension, il explique les prises de décision, et donc tout ce travail de communication permet de renforcer le lien entre tout le monde et de fonctionner quand même de manière plus efficiente. Bien évidemment, après, le bed manager fait gagner du temps médical aux urgences, puisque quand même 80% du temps, le bed manager intervient pour des patients présents aux urgences, et aussi dans un service, mais aussi parce qu'un praticien qui dit je veux le prendre, j'ai pas de place, c'est pas lui qui va chercher la place, c'est le bed manager qui s'en occupe. Et donc évidemment, on a une fluidification des parcours des patients. Après, donc je reviens un peu sur comment fonctionne nous. Il y a un relevé disponible bi-quotidien des lits le matin et le soir. Évidemment, en tension, ça peut être plus de fois dans la journée. Ce relevé, il est diffusé aux urgences, à plusieurs endroits stratégiques, au déchocage, à l'UHCD. Il est aussi disponible maintenant en version numérique pour que tout le monde y ait accès n'importe où. Et après, une liste de personnes définie, la direction, les chefs de pôle et toute personne qui décide d'avoir un peu la vision des tensions en termes de lit dans l'établissement. Maintenant que ce travail est fait, on a une vision quand même des entrées programmées aussi, notamment avec la chirurgie, un peu moins avec la médecine, c'est un peu plus compliqué. Et on arrive maintenant à savoir les sorties prévisionnelles et anticiper nos tensions à J+1, J+2, J+3. Il y a quand même des freins au poste, on va pas se le cacher. Le premier, c'est la continuité. C'est ce que je disais tout à l'heure. La nuit, quand le bed manager n'est pas là, ou le week-end, les personnes qui le remplacent, en fait, c'est une procédure dégradée. Elles s'occupent simplement de faire un relais à un instant T, une photographie de notre nombre de places disponibles. Elles ne vont pas plus loin, elles n'ont pas le temps, elles ont d'autres missions. Donc ça, c'est un véritable frein actuellement que, dans un monde idéal, il faudrait qu'on ait un bed manager 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après, il y a le turnover au poste, puisqu'en 5 ans, il y a 4 personnes qui sont passées. C'est un frein, mais bon, je pense que ça peut être aussi une opportunité, parce que ça permet, dans le cadre de la résistance au changement, de changer justement les discours, d'apporter une autre manière de voir les choses, et un peu de renouveler auprès des équipes et des praticiens qui sont un peu encore réticents à ces changements. Quand c'est la 4e personne qui leur dit en 5 ans, peut-être qu'au bout d'un moment, ils vont se dire bon, c'était pas juste l'idée d'un seul illuminé, c'est peut-être ce qu'il faut qu'on fasse. Donc ces résistances au changement, c'est aujourd'hui le plus gros frein, mais on a quand même des victoires. Comme je le disais, on a la fiabilité de l'information et la prévision à J+1, +2, +3, aujourd'hui c'est quelque chose qui marche complètement. Mais au début, quand on est allé voir dans les services ce qui se passait, ça a été très mal vécu. Qu'est-ce que vous venez regarder notre activité, pourquoi c'était considéré comme du contrôle. Aujourd'hui, ça c'est fini. Maintenant, tout le monde a compris l'intérêt du poste. Par contre, sur l'étape suivante, on a encore des résistances au changement. Pour aller plus loin maintenant dans les durées moyennes de séjour et date prévisionnelle de sortie, mais à J+7, 10 pour aller vers la cellule d'ordonnancement, j'en dirai 2 mots tout à l'heure, mais on a les mêmes réticences que nous avions à l'époque pour donner l'information du capacitaire à date.
Après, c'est un poste où on est quand même au milieu de plusieurs intérêts. On est au milieu des tensions entre les services, des conflits médicaux et des intérêts divergents. Par exemple, la lecture d'un point DI n'est pas le même si vous êtes directeur ou si vous êtes médecin ou soignant. Aux urgences, je leur dis, on a 15 places de médecine et chirurgie confondues, on a un BGML à 10 ou 13. Ils vont me dire, c'est juste, ça va pas passer, les places elles sont en chirurgie, on a des patients de médecine. La direction va me répondre, on a 15 places, il nous en faut 13, on va pas s'affoler. Voilà. Donc ce sont des choses qu'il faut savoir appréhender, et parce que nos interlocuteurs n'ont pas tous les mêmes intérêts, ne voient pas tous les mêmes intérêts au poste. Les conditions de la réussite désormais, pour que ça marche, bon là il y a plein de jolis concepts, mais c'est à mon sens évidemment qu'il faut un soutien de la hiérarchie dans la prise de décision et dans la légitimité du poste, surtout chez nous où ce sont des infirmiers qui sont à ce poste-là. Parce que quand la procédure hôpital en tension, par exemple, oui, c'est le directeur et le président de CME qui signe, mais il s'appuie sur quelles données, sur quels critères? Il s'appuie sur le bed manager, donc ils soutiennent le bed manager dans sa prise de décision. Il faut être impartial et neutre, hein. Et là, pour moi, ce que nous avons mis en place est pertinent parce que le bed manager n'est pas rattaché aux urgences. Même si le chef de service des urgences est son référent médical, le bed manager, déjà architecturalement, il est au milieu de l'hôpital, en fait, son bureau est au milieu. Et il ne faut pas qu'il ait pour être accepté dans les services, et aujourd'hui ça l'est, il ne faut pas que les services aient l'impression qu'il est le pantin des urgences. Parce que la gestion des lits, c'est pas que ça. Oui, c'est 80% du temps pour fluidifier les passages et pour améliorer les conditions de travail des praticiens des urgences. Mais c'est aussi pour que dans les services, il y ait les bonnes personnes hospitalisées. C'est pour que les entrées programmées, les entrées directes puissent se faire également. En fait, tout le monde est gagnant. Et c'est aussi les 3 bed managers que nous avons eus ne venaient pas du service des urgences, et peut-être que ça aussi c'est quand même quelque chose d'important pour pas qu'il y ait cette étiquette. Ils viennent des urgences, et c'est la même chose. Moi qui venais du service de cardiologie, il faut pas prendre parti pour son service. Voilà, il faut vraiment être impartial. Après, évidemment que c'est un poste qui demande de la diplomatie, parce que on prend quand même quelques balles perdues souvent. Parce que forcément, c'est un poste qui a été créé parce qu'il y a des tensions. Donc quand il y a des tensions, il y a des gens qui sont pas contents, et c'est vous qui prenez. Il faut apprendre c'est pas personnel, mais c'est pas contre vous, c'est comme ça. Après, la communication, la pédagogie, et aussi ce qui est important, c'est de créer des liens avec les autres structures du territoire, pour pouvoir élargir un peu le champ des possibles. Donc maintenant que nous avons une cellule de gestion des lits effective et mature, je pense, si finalement on reprend ce qui a été vu tout à l'heure, notre objectif c'est de renforcer le lien ville-hôpital. Donc la trajectoire peut être un outil. On n'a pas encore des pays où on a un module de gestion des lits vraiment satisfaisant. On pourrait peut-être investir dans un logiciel qui nous aiderait, ou alors engager une 2e ou une 3e personne sur le poste. Pour tout ça, pour arriver à une cellule d'ordonnancement des lits, comme vous l'avez dit, véritable tour de contrôle de la gestion des lits dans les hôpitaux. Voilà.